Chers amis, chers camarades, nous allons réaffirmer ensemble, ici de la fête, la nécessité de construire un monde de solidarité et de fraternité. Il n'y a pas de fatalité, ni à la guerre, ni aux inégalités, et à la dégradation de notre planète commune. Oui, ici, nous travaillons à souder les peuples dans les combats pour la justice, la liberté et la paix. Chers amis, nous inaugurons cet espace au soir d'un été qui a vu se succéder tant de catastrophes dites naturelles. Ouragans, sécheresses, coulées de boue géantes, pluies diluviennes, incendies monstres dans de si nombreux pays jusqu'au Groenland, ce territoire d'icebergs et d'eau glacée. La communauté scientifique s'accorde désormais à reconnaître qu'elles sont le signe de dérèglements climatiques profonds liés à une hausse considérable des températures. Ces jours derniers, les Antilles, Cuba, les côtes nord-américaines viennent de connaître l'un des plus grands cyclones baptisé Irma que l'océan Atlantique ait jusqu'ici connu, provoquant des destructions massives et emportant sur son passage vies et maisons, semant le désespoir et la désolation. Nous faisons de cette fête de l'humanité une puissante caisse de résonance de l'élan populaire qui s'est levé pour venir en aide aux familles, aux blessés, aux sinistrés démunis. Nous nous associons au travail remarquable effectué par le Secours populaire français pour récolter ici même dans la fête les dons nécessaires et éviter qu'à la catastrophe naturelle ne succèdent maladies et pénuries. Cet ouragan survient après d'autres d'une puissante intensité qui ont frappé la région Caraïbe quelques semaines auparavant. D'année en année, se répète le scénario noir des vents violents et des mers déchaînées, promettant de nouvelles fins d'été sans répit pour les populations locales. En Inde, au Bangladesh, au Népal, les pluies torrentielles des moussons ont provoqué la mort de milliers d'êtres humains. Un tiers du Bangladesh a été englouti par les eaux. Oui, le malheur et la désolation ne reconnaissent pas les frontières. Ils n'ignorent cependant pas les inégalités qui gangrènent le développement de notre monde, car ce sont toujours les plus pauvres, les populations les plus précaires, abandonnées par les puissances publiques, ignorées par les puissances d'argent, qui pâtissent les premières et en plus grand nombre de ces catastrophes. Faire monter la conscience mondiale d'une incompatibilité de notre mode de développement capitaliste avec la sauvegarde de notre planète, c'est mettre en lumière la violence des inégalités mondiales. C'est ouvrir la voie à un nouveau mode de développement qui combine progrès social et progrès environnemental. Il y a 2 ans, à quelques centaines de mètres d'ici, se tenait la conférence mondiale pour le climat. Des engagements y ont été pris de manière quasi unanime pour réduire à 1,5 degré la progression des températures d'ici la fin de notre siècle. Et voici que le président du principal pays pollueur, cet irresponsable M. Trump, renie la signature de son pays, se défausse d'un engagement solennel à portée universelle, s'assoit sur la volonté des peuples du monde de conjurer le péril climatique, alors qu'il faudrait redoubler d'efforts pour avancer réellement, alors qu'il faudrait abonder les fonds de coopération pour permettre aux pays les plus pauvres de continuer leur développement sans recours massif aux énergies carbonées dont les États-Unis usent et abusent impunément. La conscience universelle doit être à la hauteur du défi. Chers amis, aux désastres écologiques et aux catastrophes naturelles s'ajoutent dans nos esprits les échos terrifiants qui nous viennent des rives du Pacifique. Ce sont les échos des tensions qui risquent d'enflammer l'Extrême-Orient.
La Corée du Nord nous replonge dans les angoisses d'une apocalypse nucléaire en brandissant la menace d'armes atomiques, en provoquant ses voisins par le lancement de missiles de longue portée par-dessus la tête de leur population. Difficile de ne pas y voir, derrière la montée de ce sinistre et dangereux jeu de martingale, la volonté de peser sur le rapport de force mondial et pour les États-Unis de retrouver leur lustre impérial qui, dans le monde multipolaire que nous connaissons, leur est bien contesté, et c'est tant mieux. Comment concevoir de laisser le sort du monde et de peuples entiers se jouer entre ce duel imbécile entre un tyran et ubu roi? Les peuples n'acceptent plus la course insensée au surarmement, cette course insensée à la mort. Les États-Unis, qui à eux seuls réalisent plus du 2/3 des dépenses militaires mondiales, vont augmenter de près de 10% leur budget militaire pour l'année qui arrive. Comment prétendre lutter contre la prolifération nucléaire lorsqu'on est soi-même l'accélérateur? C'est aux 5 membres du Conseil de sécurité des Nations unies, dont notre pays, la France, que revient la lourde responsabilité d'enclencher une nouvelle dynamique, une dynamique du désarmement nucléaire. La France doit prendre langue avec les 122 pays qui sont faits les interprètes de l'aspiration irrépressible des peuples à la paix le 7 juillet dernier en signant le premier traité de désarmement nucléaire. Nous refusons la spirale des tensions. Nous refusons l'engrenage des menaces et des fanfaronnades guerrières. Nous l'affirmerons avec force dans 8 jours, le 23 septembre prochain, dans la rue, lors de la Journée mondiale de la paix, aux côtés de dizaines d'associations, de collectifs et de partis politiques, aux côtés de nos amis du mouvement de la paix. Rarement, je dis bien rarement, cette journée n'aura été si importante et décisive. Elle l'est d'autant plus à l'heure où le terrorisme fanatique et aveugle frappe, mutile, en invoquant une religion dévoyée et trahie. Les deuils et les morts ne connaissent pas les frontières. Nous nous associons à la douleur et à la colère du peuple irakien, une nouvelle fois victime d'un ignoble attentat qui a emporté plus de 80 vies dans le sud de l'Irak. Nous nous associons à la peine du peuple anglais, à nouveau victime d'un attentat qui, heureusement, n'a pas fait de morts, mais beaucoup de blessés. Si le prétendu État islamique fléchit sous les coups de boutoir de la coalition militaire, il n'en finit pas de semer la terreur et le désarroi sur tous les continents. Les djihadistes, quelle que soit leur obédience, mènent une guerre de haute intensité dans les esprits pour entretenir partout la division et semer les graines de la haine et de la peur. Et ils ne le font pas qu'ici, sur le territoire européen, ils le font là-bas. Les premières victimes en sont les peuples du Proche et du Moyen-Orient, et les premières victimes sont les peuples de confession musulmane. De cette fête de l'humanité, nous affirmons notre solidarité la plus fraternelle avec toutes les victimes de la nébuleuse fondamentaliste du crime. En Irak, en Syrie, au Sahel, au Nigeria, à Barcelone, Londres, Nice ou Paris, ou encore aux États-Unis. Le ventre est encore fécond d'où surgit la bête immonde, avait écrit Bertolt Brecht à propos du fascisme. Il est encore fertile, le terreau d'où a surgi le terrorisme, celui des guerres de proie menées par les puissances impérialistes, notamment la puissance impérialiste nord-américaine,
celui des despotismes qui entretiennent misère et corruption, division ethnique et religieuse, celui des obscurantismes qui prospèrent sur la détresse matérielle et morale des populations. Pour que la paix revienne au Moyen-Orient, il faut sortir des logiques de puissance, de la nostalgie des empires défaits que certains rêvent de reconstruire, où l'on fait fi de l'opinion des citoyens du monde, du droit international, de l'aspiration des peuples à la paix. De quoi cela a-t-il servi d'engager des guerres successives en Irak ou en Afghanistan et même en Syrie? À quoi cela sert-il d'annoncer de nouveaux engagements militaires en Afghanistan sans concertation avec qui que ce soit? Les leçons de ces désastres n'ont pas été tirées, ne sont toujours pas tirées. De cette fête de l'humanité, proclamons avec force que l'avenir du projet européen, les rêves de notre jeunesse ne sont pas dans la militarisation supplémentaire et ne sont pas dans la construction d'une armée européenne. De cette fête de l'humanité, proclamons que ce n'est pas en augmentant tous les budgets militaires de 2% qu'on avancera. Exigeons au contraire une baisse de 5% par an des dépenses mondiales d'armement, ce qui ferait économiser chaque année 1 000 milliards de dollars, ce qui, selon l'Organisation des Nations Unies, permettrait de résoudre les principaux problèmes de notre humanité, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'alphabétisation et l'éradication des principales maladies. Chers amis, comment accepter, alors que progressent les sciences et les techniques, la production de richesses, les moyens de soigner et de guérir, les moyens de communication et d'échange, le développement matériel et culturel, que tant d'êtres humains, que tant de peuples survivent à peine entre guerres et pénuries, faim et maladies. Partout, soyons les combattants de la justice, de la liberté et de la paix. 3 valeurs, 3 combats que nous portons en étendard, ici même à la fête, contre les fatalismes, les obscurantismes et les populismes. La paix, c'est non seulement les armes qui se taisent et les diplomates qui agissent, mais c'est aussi, et partout, un projet politique qui écarte les raisons des conflits, un projet de liberté et de justice, un projet de progrès social et écologique. Lorsque les perroquets médiatiques et les porte-flingues libéraux accusent les militants de la paix de candeur ou de naïveté, ils ne font en réalité que cacher leur crainte. La crainte de faire face aux aspirations sociales, la crainte de ne plus pouvoir vivre des subsides de l'industrie de l'armement et des reconstructions, la crainte d'être confronté à une nouvelle ambition démocratique, comme l'avaient fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale celles et ceux qui ont élaboré dans la nuit de l'occupation les bases d'une société plus juste. C'était le programme du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, les grands services publics, la justice, l'égalité sociale, une ambition pour la culture et l'éducation. C'est cela la paix véritable, celle qui éteint tout ce qui conduit à la guerre. C'est cela que nous vous appelons à construire avec patience et détermination dans les conditions de notre époque. C'est cette paix que réclame depuis des décennies le peuple palestinien, victime du vol de ses terres, du dépeçage de son territoire, d'un déni du droit permanent,
du mépris et du racisme d'État et d'une colonisation digne des siècles passés. Et si notre président de la République a, il y a quelques semaines, dit à propos d'une autre colonisation dont la France était responsable, qu'elle était un crime d'État, eh bien qu'il mette ses paroles en conformité avec ses actes, qu'il mette ses paroles en conformité avec ses actes et qu'il déclare solennellement que se produit sur le territoire de la Palestine, chaque jour et chaque heure qui passe, un crime contre l'humanité, des crimes de guerre. De cette fait, nous réaffirmons notre totale solidarité avec les combattants de la paix, qu'ils soient en Israël ou en Palestine. Nous crions liberté et justice pour tous les prisonniers politiques palestiniens. Nous crions liberté et justice pour notre camarade, pour notre frère, Marwan Barghouti, dont je salue ici l'épouse et son avocate, notre amie Fadoua, qui nous rend visite. Nous crions justice et liberté pour un jeune avocat qui, au mois d'août, après avoir réussi ses études, un long travail qu'il a mené dans sa prison, car il avait déjà été emprisonné injustement, et après avoir eu son diplôme d'avocat, parce qu'il est devenu un homme de droit, on est en train de le priver de droit. Il s'agit de notre frère, Salah Hamouri. Si certains ont pu douter, si on n'a pas été d'emblée convaincu par le fait qu'il ait pu être arrêté à partir d'un dossier si secret qu'il est totalement vide, eh bien, les autorités israéliennes nous en font la démonstration chaque jour. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà que ce jeune avocat, ce jeune homme, brillant, calme, déterminé, internationaliste, a été arrêté un petit matin dans son lit, puis a été emmené devant un tribunal qui l'a condamné, puis dans un appel, ce tribunal a dit qu'on pouvait le libérer sous condition de déplacement et contre une modeste caution. Et puis voilà que le ministre de la Défense israélien, non content de cette décision d'apaisement, a décidé de le placer en détention administrative. Puis, les autorités civiles, voyant les problèmes auxquels ils sont confrontés, ont décidé de faire appel et à nouveau de rejuger et à casser la décision des militaires israéliens. Mais les militaires israéliens, non contents qu'ils soient déjugés,
ont repris une décision autoritaire et scandaleuse. Il y a eu à nouveau un appel, à nouveau la décision de la détention administrative, et la semaine dernière, ceci a été à nouveau mis en délibéré pour que demain, il y ait à nouveau le jugement. Et alors, je me suis renseigné à propos de tout ça, et puis, il n'y a pas de raison qu'on en doute. Quand on regarde la manière dont se déroulent les choses, on ne peut pas appeler ça autrement qu'un acharnement des autorités et des militaires israéliens contre un jeune homme qui ne fait que défendre les droits du peuple palestinien aux côtés des autres Palestiniens. Et donc, puisqu'il y a le jugement à nouveau demain matin, il nous reste quelques heures de cet après-midi et cette nuit pour inonder l'ambassade d'Israël en France de télégrammes et de messages pour leur dire de libérer immédiatement et sans condition Salah Hamouri. Faites-le! Nous disons également de cette fête liberté pour tous les peuples martyrisés au nom de leur identité culturelle, de leur culte, de leur histoire. Liberté pour le Rohingyas qui fuit la Birmanie et les minorités d'Orient persécutées. Liberté aussi pour les journalistes et les démocrates de Turquie, les parlementaires du Parti démocratique des peuples et les militants kurdes, dont je salue les représentants ici, nos frères, nos sœurs, héroïques combattants de la justice et de la liberté. La fête de l'humanité accueille le journaliste turc Can Dündar, rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet, aujourd'hui en exil, que le régime du nouveau sultan d'Ankara, Erdogan, veut réduire au silence. Nous lui exprimons, comme à toutes celles et ceux qui sont emprisonnés en Turquie, notre solidarité. Liberté aussi pour notre frère, le journaliste américain Mumia Abu-Jamal, qui est représenté ici par son ami, par notre sœur et mon amie aussi, Johanna Fernandez. Mumia, grâce à notre combat, va mieux. Johanna va en témoigner tout au long de la fête. Nous allons lui donner quelques minutes de parole demain après-midi sur la grande scène, mais elle vous expliquera que grâce à l'action internationale, mais grâce à l'action que nous avons menée ici, sous l'égide de l'association et du mouvement que préside mon ami Jackie Orteu, on a obtenu un traitement pour Mumia, mais non seulement ça. On a obtenu une jurisprudence, et Johanna vient de me dire que 7000 prisonniers ont, grâce à ce combat qui a été fructueux pour Mumia, ont pu bénéficier du médicament anti-hépatite C. Eh bien, chers amis, souvent, on se demande, mais tout ce que nous faisons, ces pétitions, ces actions, ces déplacements, ces délégations, est-ce que ça nous emmène quelque part? Est-ce qu'un jour, on a les fruits de ça? Eh bien, on vient d'en avoir un là, et moi, personnellement, ça me réchauffe le cœur et ça m'incite à poursuivre ce combat pour
pour la libération de Mumia, dont vous savez qu'il est totalement innocent. Il est emprisonné sur la base d'un faux procès. C'est tellement un faux procès qu'on vient de me dire, je ne le savais pas, que le procureur de Pennsylvanie, qui l'a condamné, qui l'a poursuivi, est lui-même désormais en prison. Liberté et justice pour les Berbères marocains du Rif, en lutte pour l'émancipation sociale et politique. De cette fête, nous crions justice pour les peuples d'Amérique latine, après l'événement majeur qu'a été la reconnaissance par les États-Unis de Cuba, il y a près de 3 ans. La situation avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche, à la mèche mal tenue, déçoit plus que les espérances. C'est à nouveau les rotomontades, les menaces de l'ingérence directe et parfois militaire dans les affaires intérieures de certains États latino-américains qui est à l'ordre du jour avec ce sinistre personnage. Il se livre à des pressions inadmissibles sur ceux qui contestent la domination des États-Unis sur le continent sud-américain. L'ignoble embargo qui pèse tant sur le peuple cubain continue de s'exercer impunément et nous devons continuer à agir pour lever totalement l'embargo. Nous ne devons pas les laisser faire. Nous sommes solidaires des peuples d'Amérique du Sud qui luttent pour leur indépendance, leur dignité, contre la misère, les bidonvilles et pour le progrès partagé. Nous crions justice pour le peuple brésilien qui vit sous la férule mafieuse d'une oligarchie qui a usurpé le pouvoir et que Lula trouve ici nos sentiments de sympathie et de solidarité. Justice et paix pour le peuple du Venezuela, en prise aux assauts d'une réaction violente, antidémocratique, aidée par la CIA. Justice et paix pour le peuple colombien, ses syndicalistes et militants politiques, engagés pour la paix et le progrès social, malgré la violence des milices patronales. Justice et paix pour les peuples du grand continent africain, dont on dit à juste raison qu'il est appelé à jouer un rôle décisif dans le devenir de l'humanité. Sortons d'un ordre mondial ancien dont on mesure chaque jour un peu plus la faillite. Finissons-en avec la France-Afrique néocoloniale qui conforte des dictateurs qui pillent les richesses de leur pays. La France l'Europe ont besoin d'une vraie coopération avec les pays africains, fondée sur un véritable développement commun, équitablement partagé. Nous disons clairement que l'engagement militaire de la France dans plusieurs pays africains n'est pas de nature à répondre aux problèmes posés, y compris en matière de sécurité face aux terroristes. De nombreuses délégations venues des pays africains sont présentes sur notre fête de l'humanité, comme chaque année d'ailleurs. Nous les remercions du fond du cœur de leur présence, qu'ils soient assurés de notre constante solidarité active. Chers amis, l'humanité n'en peut plus de la concurrence effrénée des dogmes imbéciles imposés par les institutions internationales. Elle n'en peut plus des traités de libre-échange qui permettent la surexploitation des peuples du Sud et conduisent à l'appauvrissement des travailleurs du Nord. Ces traités qui n'ont pour seul objectif que de permettre au capital mondialisé d'accroître son taux de profit par l'exploitation du travail humain et par l'exploitation de la nature. Nous sommes mobilisés
avec des dizaines d'associations et collectifs d'outre-Atlantique pour empêcher l'application du traité de libre-échange avec le Canada, dont même les rapports officiels disent qu'il est néfaste pour l'environnement et les droits sociaux. C'est au contraire à des traités de coopération, des traités à des objectifs sociaux, répondant à des normes environnementales élevées que nous appelons. L'Union européenne perd la confiance des peuples en continuant de s'engager dans ce libre-échangisme effréné. Elle perd la confiance des peuples qui la composent en entretenant en son sein des règles de fonctionnement dont le but ultime est d'organiser la concurrence la plus féroce entre travailleurs et entre modèles sociaux. Les déséquilibres économiques, sociaux, territoriaux de plus en plus profonds éloignent les peuples et font douter jusqu'à l'idée même d'une construction européenne. La France doit prendre des initiatives pour une refondation démocratique, sociale, écologique du projet européen, pour écarter les tensions qui la menacent sur ses frontières orientales, une refondation qui se ferait à partir des travailleurs, à partir de l'opinion des peuples qui la composent, pour progresser vers une union démocratique des peuples libres et souverains, coopérant entre eux pour le progrès humain et environnemental. Notre continent a su inventer les accords de sécurité collective d'Helsinki en 1975, alors qu'existait l'Union soviétique. Il doit retrouver cet esprit de coopération et de dialogue au risque d'un nouvel embrasement. La France doit agir pour que l'Union européenne refuse de s'engager dans ces schémas simplistes d'un autre âge, échaudés au gré des humeurs et des caprices d'une puissance nord-américaine versatile et dominatrice. Chers amis, tous les défis sociaux, environnementaux, le défi migratoire réclament de la coopération, de la solidarité, du co-développement. Ils réclament chacun la mise en commun des biens indispensables à la survie des êtres humains pour faire face aux fléaux qui les assaillent. Qui peut croire que c'est en dressant des murs et des fils de fer barbelés, ces murs et ces barrières de fils de fer qui se démultiplient à mesure que s'accroît l'emprise globale du capitalisme, ou en se réfugiant derrière des lignes maginaux illusoires que l'on va parvenir à sécuriser un monde où les tensions s'exacerbent, un monde dans lequel les inégalités explosent, un monde où les 8 personnes les plus riches de la planète possèdent, rendez-vous compte, autant que la moitié la plus pauvre, soit 3,5 milliards d'êtres humains. Comment justifier cela au-delà même de nos convictions? Comment peut-on, quand on se prétend un humaniste, un démocrate, comment peut-on accepter qu'à un pôle de la société, entre 8 personnes, il y ait toutes les richesses du monde, et de l'autre côté, il n'y a que la détresse, la misère et la pauvreté? Eh bien, nous, la fête de l'humanité, nous voulons porter ce nom et nous voulons en être dignes en menant ce combat. C'est au contraire par des accords internationaux et de nouvelles coopérations que nous pourrons juguler la terrible crise migratoire en l'œuvre qui se nourrit autant des guerres que des désastres environnementaux et du sous-développement. Nous voyons arriver sur les rivages de la Méditerranée ces réfugiés qui sont autant des victimes de guerre, comme au Soudan, au Mali, ou de dictatures comme en Érythrée, ou du sous-développement. Nombre de nos concitoyens leur viennent bénévolement en aide et ils sont l'honneur de notre pays,
loin de ces petits politiciens qui, eux, paradent sur les écrans de télévision car ils ont micro ouvert et le CSA ne leur conteste jamais leur temps de parole à eux. En Europe, nous recevons les rescapés des traversées infernales des déserts africains, puis de la Méditerranée sur de honteuses embarcations de fortune. La Méditerranée doit cesser d'être ce sinistre cimetière maritime et le Sahel, ce cimetière brûlant et aride. Mesurons bien ce que valent les mots de coopération, de solidarité face à une si terrible situation. Les mots de dignité et de droit des êtres humains également. Ils nous obligent à accueillir dignement l'ensemble des femmes, des hommes, des enfants qui arrivent sur notre territoire. Notre main leur est tendue. Mais la question, évidemment, doit être prise bien en amont, dès les pays limitrophes. Et la réponse, là aussi, doit être internationale, avec le concours de tous les pays concernés, ceux des parcours empruntés, les pays d'accueil, bien sûr l'ONU. Mais il y a un pays qu'il ne faut jamais oublier lorsque nous parlons de ces questions, c'est quand même le pays dont on ne parle pas et qui est responsable des destructions et des massacres qui se sont produits en Irak. Ce sont les États-Unis. Chers amis, tous ces sujets réclament un nouvel internationalisme dont les prémices se manifestent à travers l'émergence de forces nouvelles, de nouvelles instances de discussion et de développement. Nous accueillons cette année encore une importante délégation qui vient de Chine avec un extrêmement beau stand que j'ai plaisir à nouveau à saluer. C'est en Chine ce grand pays de plus d'1,3 milliard d'habitants, que s'est tenu le dernier sommet des pays membres, dont on appelle BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, au début de ce mois de septembre. Cette année, 5 nouveaux pays se sont joints à eux. Ce groupe est à l'origine de la création d'une banque de développement et d'un institut monétaire. Il cherche à développer des coopérations économiques nouvelles entre ses membres. Les BRICS, dont certains se plaisent à nous annoncer chaque année la disparition, représentent 40% de la population mondiale et ouvrent la perspective de la relation économique plus équilibrée entre les pays dits émergents. C'est une autre voie qui est là en recherche et il faut y être attentif, même si la réalité est complexe. Et de ce point de vue, on devrait bien plus, et nos dirigeants devraient bien plus prêter attention à ce grand projet que portent la Chine et le peuple chinois, celui de la nouvelle route de la soie, qui mériterait un peu plus d'intérêt des pays européens. Ces lourds enjeux nécessitent une organisation des Nations unies profondément renouvelée qui prenne en compte la voix des peuples du monde et les nouveaux équilibres. C'est la condition pour que puisse s'instaurer progressivement une nouvelle régulation mondiale. Nous pensons à tous les militants politiques, syndicaux qui, partout dans le monde, payent lourdement leur engagement pour cela. Chers amis, dans ce monde des libertés qui reculent, où les inégalités explosent, où les injustices s'accroissent, où les enjeux climatiques menacent,
le statu quo nous est interdit. Dans ce monde-là, il y a besoin d'engagement des peuples, d'engagement militant et donc de liberté. Les changements dont les sociétés ont besoin nécessitent de nouvelles conquêtes démocratiques permettant plus d'intervention populaire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de changement progressiste, il n'y a pas de voie vers le socialisme ou vers le communisme sans qu'on fasse de la démocratie et de la liberté le projet de cette avancée majeure qui nous fait désormais, mais c'est aussi le moyen d'y parvenir. Le but et les moyens d'une autre société passent par la démocratie et les libertés. Notre fête, c'est la fête des libertés. C'est elle que vous rencontrerez dans ces allées, ces débats, ces rencontres, dans un monde où les enjeux planétaires, les forces de progrès ne peuvent rester isolées les unes aux autres. Vous savez, les grandes multinationales de la planète qui se font la guerre économique, qui se font une concurrence à mort, elles savent se réunir dans des instances appropriées qu'on connaît au sommet de Davos, à l'OCDE et dans une multitude d'autres endroits encore. Elles ont leur bureau politique. Eh bien, nous, les représentants des peuples, nous les forces de progrès de l'humanisme et de la démocratie, inventons un système pour nous relier, inventons un système pour que les travailleurs du monde entier qui travaillent dans une même multinationale, qui sont exploités par la même multinationale, puissent se rassembler, s'unir, ne se laissent pas diviser comme le fait aujourd'hui le capitalisme. Oui, notre ambition de la fête de l'humanité, mais ceci vous appartient, pas à nous, parce que la fête nous dépasse, en tout cas moi personnellement, elle me dépasse, aussi bizarre que ça puisse vous paraître. Nous allons tout faire pour faire converger, pour conforter, pour enrichir de nos luttes et de nos réflexions, pour des victoires à venir, pour un nouveau projet de transformation sociale et environnementale. Oui, c'est ensemble, nous qui sommes ici réunis, que nous allons changer ce monde. C'est ensemble qu'on peut créer cette nouvelle internationale citoyenne et progressiste. Oui, ensemble, portons dans nos cœurs et dans nos actions ce formidable projet qui a pour nom l'humanité.